Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format de vidéo sur ma chaîne et je l'ai nommé Les Investissements 2. L'objectif de cette série de vidéos, c'est que une personne de l'écosystème finance personnelle francophone vous partage d'un point de vue pratique ses investissements. Quelle est sa stratégie, comment il compte diversifier, quels sont les actifs qu'il regarde en ce moment, bref, l'objectif c'est soit vraiment d'orienter ces interviews sur de la pratique. De la pratique pour que vous derrière vous puissiez rassembler les différentes thèses et stratégies des différents invités et que vous créez votre propre stratégie qui est plus ou moins diversifiée, etc. etc. Pour cette première vidéo, j'ai l'honneur de recevoir Samy du Journal du Coin. Vous le connaissez sûrement, il est créateur de contenu pour le média francophone crypto, le Journal du Coin. Dans cette vidéo, il va parler un peu de sa stratégie d'investissement qui diffère un peu de la majorité des stratégies des différents investisseurs en crypto-monnaie. Il va parler de quels sont les actifs qu'il regarde et en tout cas sur lesquels il a parié pour 2021. On va aussi un peu parler de sa diversification, de comment il prend ses profits. Bref, tout ça, ce sera dans l'interview. En plus de ça, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter parce que c'est là où je vais essayer de créer de plus en plus de contenu dorénavant parce que ça prend beaucoup moins de temps que la vidéo et je commence vraiment à en avoir marre de faire du montage, on va pas se mentir. Et avant de commencer, on n'oublie pas le petit commentaire pour l'algorithme. Et sur ce, bon, tu l'as fait? C'est bon, tu l'as fait? Ok, c'est parti. Écoute, Samy, merci de venir sur la chaîne. Tu es le premier interview de la chaîne. Déjà, merci d'être ici. Merci à toi. Et forcément, la première question, c'est la question que toi-même tu poses, je crois, dans ton podcast. C'est comment t'es rentré, dis-moi, dans les cryptos et voilà, comment t'es rentré dans cette matrice, cette matrice qui nous prend et qui nous relâche jamais, quoi. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. Je vais essayer de répondre sans trop m'éparpiller parce que j'ai l'habitude de me disperser facilement quand on me pose des questions sur les cryptos. Écoute, le background. Comment j'ai découvert les cryptos? Ça a commencé en 2016. 2016, à l'époque où il y avait eu la cérémonie de lancement de Zcash pour la génération des paramètres du secret, là, le trusted setup de Zcash et Ethereum était à 1$, mais j'en avais pas acheté. J'avais un ami qui m'en parlait et qui me disait ouais, il faut que t'en achètes, faut que t'en achètes. Ouf. Moi, j'ai regardé ça de loin, mais sans plus. Mais j'avais commencé quelques lectures à ce moment-là. Puis après, j'avais un autre ami à moi qui achetait des choses en ligne et ça me fascinait en fait, le fait qu'il y ait toute cette sous-économie où on règle ses transactions en utilisant ces fameuses crypto-monnaies, etc. Et à partir de là, j'avais commencé à lire assez régulièrement. J'étais encore étudiant à l'époque, donc je n'avais pas aussi énormément de ressources. Et c'est uniquement en fin 2017 que je me suis lancé dans l'investissement dans les crypto-monnaies. J'avais pris tout ce que j'avais commencé à gamble avec, jouer au casino. Enfin, j'avais des thèses d'investissement qui étaient un peu grossières. Hein. Avec du recul, je trouve que c'était pas nécessairement les meilleurs choix. Et puis j'avais fait un all-in sur un projet qui s'appelait le COS à l'époque et je me suis fait totalement ouvrir sur le bull market lorsque la mer s'est retirée. Mais j'en ai gardé une très belle expérience et malgré tout ça, j'étais quand même fasciné par cet écosystème, par toutes les technologies qui étaient lancées, qui se lançaient à l'époque, toutes ces levées de fonds, la plupart étaient scabreuses. Il n'y avait pas moyen de s'ennuyer, donc j'ai décidé de prendre une année en retrait, une année d'arrêt sur mon parcours étudiant pour me consacrer essentiellement à ça. Et je me suis donné un seul challenge, faire une année où à la fin de celle-ci, je me retrouve avec suffisamment d'income, de revenus pour ne pas avoir le besoin de revenir dans un amphithéâtre. Quand tu prends cette année-là, on est fin bull market ou début bear market? Parce que je pense que cette année-là, on est à la fin de la, on est à la fin de la folie des ICO. En fait, c'est l'année vraiment mi-2018 jusqu'à 2019. On est en épuisement de bull market. Au contraire, pendant cette année-là, c'était la période des vaches maigres qui commençait. On a eu un Bitcoin qui est retourné aux $3000. Mais bon, ça n'empêchait pas de biddle. Et il y avait beaucoup de choses à faire avec Journal du Coin. Donc, on a construit, on a build dans une période assez précaire. On a essayé de rendre tout ça rentable. Et the rest is history. Après, il y a la petite anecdote. Tu sais, j'ai pris un crédit parce que j'avais des facilités. J'avais des taux hyper intéressants. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. et en fait, à la place de l'investir dans des voyages comme prévu, je l'ai mis dans les crypto-monnaies, ce crédit. Et no regrets. Je remercie le saint banquier qui
qui m'a qui m'a mis sur cette voie-là. Bon, c'était pas la joie au début, hein, parce qu'il fallait un minimum de conviction pour faire la chose. Un Ça se minimum. passait pas hyper bien. Il en fallait quand même, ouais. Il en Ça fallait se pas passait mal. bien. Même moi maintenant, je pense pas que j'aurais les couilles de le faire. Je sais pas exactement la somme que ça représentait à l'époque pour toi, mais je me C'était dis 20 si 000 tu et es quelques étudiant, euros. tu as littéralement 0 income. 20 000 et quelques euros. 20 000 et Pareil. quelques euros, et avec. Ouais, mais je pouvais commencer à les rembourser dans 6 ans, 8 ans, je sais pas, un truc comme ça. Donc je me suis dit, attends, no way, Samy, dans 6 ans, t'es pas en mesure de sortir 20K, sinon t'as raté, quoi. Enfin, je suis sorti des 30 000, je me suis dit, vas-y, je pense, prends le risque avec toi. Et de toute façon, le problème quand tu démarres et que t'as pas de capital, c'est que c'est chaud. T'es obligé de prendre des risques et de concentrer. T'es bête. Parce que sinon, enfin, il y a un seuil. Pour arriver à un capital qui permet de bénéficier proprement de différentes opportunités, t'arrives à. Allez, 5 chiffres encore, c'est light. Hein. Faut que tu. On va parler franchement. C'est très difficile. Quand tu as 1000 balles de réussir dans la crypto, ok, il y a les airdrops, etc. Mais sinon, en prenant Si juste. tu veux make it, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est chaud, surtout si tu te disperses. Si tu fais un portefeuille équilibré et que tu prends 200 euros d'Ether, 200 euros de Bitcoin, que tu essayes de faire de la DeFi et que tu te fais ouvrir sur des blockchains qui sont extrêmement onéreuses. Et quand j'ai extrêmement onéreuses, aujourd'hui, ça concerne même Avalanche. Tu peux pas te permettre de payer 12 $ pour faire un swap quand tu as 1000 $. Ça break toute ta logique de tes perspectives de gains sont annihilées. Tu n'as pas assez de levier. C'est pas bon. Tu vois. Donc, en fait, je me dis, là, comment tu as fait? Tu vois, tu as pris tes 20 000 euros. Donc, tu avais 20 000 euros à la banque, tu vois. et tu t'es dit, ok, comment je vais faire ça? Enfin, comment je vais investir tout ça? Et l'objectif, c'était quoi? C'était make it ou c'était on va essayer de doubler, tripler pour essayer de vivre sur le capital et essayer de construire cet écosystème crypto, mais où c'était vraiment make it, c'était vraiment full d'hygiène, make it. Alors non, en fait, ce qui m'a aussi conforté dans cette aventure, c'est qu'à côté de ça, je travaillais tous les jours pour avoir un revenu lié à notre journal, quoi. Donc, il s'agissait de développer sur le plan commercial le journal, le rendre rentable pour être en mesure de me verser un revenu récurrent, une sorte de threshold. C'était pas très élevé, mais ça, c'était censé être le seuil. D'accord ? Puis au-delà de ça, moi, je voulais avoir un portfolio crypto parce qu'au bout d'un moment aussi, si tu veux parler des cryptos de façon exhaustive, te faire des avis sur les différents protocoles, toucher à tout, avoir du recul, tu es obligé de caler de l'argent à droite à gauche et pour ça, il te faut une stack. Donc, mon but, c'est d'avoir une stack à proprement parler que je vais essayer de build en essayant de mettre, en alignant mes actions sur mes thèses, quoi. Je me dis, je vais penser, voilà, il y a ces trucs-là qui me plaisent, ça qui me plaît, il me faut un capital pour pouvoir m'exposer à ce que je juge être pertinent. Donc, bien sûr, il y avait une partie de ce portefeuille qui était allouée à des actifs plutôt, on va dire, sûrs, comme Ethereum, Bitcoin. Et puis après, je faisais quelques expériences sur d'autres coins. Bien sûr, il y avait le BNB, etc. Et j'étais surtout en veille pour chercher en veille permanente à l'affût des petites opportunités qui pouvaient se présenter. C'est-à-dire qu'avec Benoît, je me rappelle, on entendait parler des Mingun, de ses travaux. Non, pas depuis un moment, mais la levée de fonds d'Avalanche qui avait été suggérée, je pense, en 2019. C'était par exemple des choses qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Et pour en fait bénéficier de ces opportunités-là, tu dois faire tes devoirs et attendre qu'elles se présentent pour mettre de l'argent. Et puis après, il y a eu aussi la DeFi. Enfin, je me disperse un peu dans la réponse, tu vois, mais le but, c'était d'avoir... Tu vois, en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donnait à l'époque, tu vois? Tu te dis, est-ce que tu avais, je sais pas, 50% dans des blue chips style Ethereum, Bitcoin, ou tu étais à 50% dans des projets plus petits? Enfin, comment ça se passait en termes de pourcentage sur ces 20 000 balles-là, tu vois? Sur ces 20 000 et quelques balles-là, quand même, j'ai pas fait le rocker. J'avais 50% en BTC ETH. Et 50%, c'était un peu plus d'hygiène. Et je mettais ce capital je déployais ce capital sur des actifs qui étaient un peu plus risqués. Et à mesure que ça se passait bien, il s'avère que les actifs d'hygiène ont mieux performé que Bitcoin et Ether. Et je me suis retrouvé avec une proportion un peu plus importante d'altcoin, shitcoin. Et justement, par rapport à ces thèses que tu proposes, toutes ces théories d'investissement, j'avais envie de parler de la tienne en général, celle que tu développes et que tu mets en valeur dans tes contenus.
Et franchement, la tienne, déjà, je te remercie parce qu'elle m'a pas mal impacté, moi, au niveau personnel. Et surtout, c'est un peu la seule qu'on voit, en tout cas au niveau francophone, qui se base pas uniquement sur l'analyse technique et qui se base un peu plus sur de l'analyse fondamentale, sur on va rechercher les projets, on va voir en quoi ils sont pertinents dans l'écosystème actuel, etc. etc. Contrairement au crypto Twitter qui nous parle de week off, de je sais pas quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais sur ces stratégies? Comment tu pourrais nous la présenter simplement? Et c'est quoi les étapes pour déterminer de la réussite d'un projet selon toi, tu vois? Donc, c'est une question un peu farfouille, mais Ah bah, je vais vous répondre de manière farfouille, hein, c'est parti. Hein. Non, alors, c'est en fait, parti. moi, je suis pas un grand fan d'analyse technique, même si je me suis essayé au trading à plusieurs reprises. Bon, ma méthode, elle est finalement assez simple. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, 3 ans, comment je fais pour augmenter mon niveau de compréhension sur un sujet? J'essaye de voir qui sont ceux qui ont le meilleur track record, le meilleur historique, le meilleur palmarès d'investissement et qui sont, on va dire, reconnus comme étant les plus éminents, les meilleurs chercheurs, les meilleurs, on va dire, les meilleurs investisseurs, ceux qui pondent les meilleures thèses. Je cherche ces gens-là et je me fais une bucket list avec 20 de ces personnes-là. Donc des gens qui pèsent des milliards ou qui ont un palmarès d'investissement à succès. Après, à l'époque, j'avais pas assez de reach pour pouvoir discuter directement avec eux. Tu vois, j'allais les voir et me dire, putain, t'es qui? T'as 20 000 abonnés, Ouais, je chaud. vais pas faire un podcast avec toi, tu vois. Donc, je pouvais pas directement discuter avec eux pour me faire mon propre avis, mais du coup, je pouvais consommer les contenus dans lesquels ils parlaient. Et je pouvais voir un peu, essayer d'émuler leur manière de penser. Et j'ai remarqué un point commun chez tous les gens qui tradent des milliards, que ce soit via l'arbitrage, les stratégies quantitatives ou l'investissement primaire. J'avais remarqué juste, j'ai isolé un truc. Il y a un point commun, c'est qu'ils font pas d'analyse chartiste. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas la méthode pour gagner, pour extraire le plus de valeur en fait. Et beaucoup de stratégies qui sont, j'ai aussi remarqué qu'ils avaient une vision moyen terme, long terme souvent. Ils essayaient pas de C'est-à-dire, faire des, ils moyen essayaient pas de terme, faire au des crypto, flips c'est sur, combien, tu vois? ils essayaient pas de faire des flips sur 2-3 mois. En fait, ils ont des thèses et ils les suivent pendant 6 mois, 12 mois. Après, ils suivent un peu l'humeur du marché, tu vois. Mais ce que j'ai retenu, c'est que il n'y avait pas de consensus autour de l'analyse chartiste. Même, par contre, elle est utilisée chez d'autres personnes aussi qui ont beaucoup de notoriété. Mais moi, les gens qui m'inspiraient, moi, à titre personnel, tu vois, dans la crypto, ils n'étaient pas dans ça. Yes. Et ils faisaient quand même énormément d'argent et leur thèse, elle fonctionnait, mais il fallait juste être patient. Moi, je me suis dit, je vais essayer de reprendre les mêmes codes. On va faire ses devoirs. On ne va pas se gêner, on va s'aider sur les thèses déjà disponibles. À l'époque, il y avait la thèse de Multicoin Capital sur EOS qui m'a saucé galactiquement. J'y ai cru, on est devenu block producer avec Benoît, etc. On avait un node catastrophe. Mais j'ai pris les meilleures thèses, je les agrège. Et le but, c'est que quand tu trouves 15 thèses qui ont de la substance, qui te plaisent, t'en gardes 3 ou 4 et tu te concentres là-dessus. Tu vois? Et après, tu essayes de prendre en main les écosystèmes. Donc, de tester les applications disponibles sur l'écosystème, de voir comment la communauté interagit sur Discord, Telegram, pour voir si c'est des gens avec lesquels tu as envie de t'associer, tu vois, de voir comment tu peux apporter de la valeur. Parce qu'en fait, quand tu apportes de la valeur dans des écosystèmes émergents, dis-toi que il y a de la valeur à distribuer. Ils sont là ils te rendront la part. Il y a des chances que. Donc, s'ils n'ont pas fait leur levée de fonds ou s'ils ont, tu vois, essayer de voir comment je peux contribuer pour aussi gagner quelque chose à partir de ça. Et puis, on croise les doigts, on hodl et puis Aléa, Yak Test, tu vois. Et donc, voilà pourquoi il n'y a pas trop d'analyse chartiste. C'est que je remarque aux US, en fait, là où tout se passe dans la crypto, enfin, en Asie aussi, en Europe, pour l'innovation, clairement, c'est le berceau de la DeFi, tout ce que tu veux, totalement. Mais bon, on va prendre les US, on va prendre les ventures, qui sont des bonnes pistes pour commencer, si on veut se faire un petit folio d'investissement ou autre. En regardant leur comportement, voilà, j'essaye d'émuler ça, d'avoir une stratégie analogue, mais après, je l'adapte à ma propre sauce. Pour l'analyse chartiste, il faut savoir un peu comment sont structurées les différentes levées de fonds, le marché primaire, le marché secondaire, l'asymétrie de l'information. Ça n'existe pas qu'en bourse, les délits d'initiés, etc. Ouais, clairement. Et quel est le fondement de, OK, il y a une zone d'accumulation. Clairement, je pense qu'en étudiant les volumes et certaines structures de courbes, tu peux savoir que des whales sont en train d'accumuler, qu'il y a un comportement d'accumulation de la part des participants de ce marché. OK.
Mais comment tu me dis que parce qu'il y a un biseau ou un trèfle descendant ou des trucs comme ça, comment tu peux être... allez, comment tu peux être sûr que ça va progresser à la hausse? Tout est finalement drivé par Bitcoin, à quelques exceptions près. Je sais que le trading, c'est pas une science exacte. Hein, dans la section commentaires, j'avais peut-être des remarques sur ça. Ça peut permettre de prendre des meilleures décisions sur le court terme, d'avoir des meilleures entrées sur certains actifs, d'extraire plus de valeur, clairement. Mais on the long run, en fait, quand tu fais des actions sur une charte, en tradant ou autre, tu as 98% de chances de détruire de la valeur plutôt que d'en créer. Quelqu'un qui hold en fait sur le long terme et qui interagit le moins avec sa stack, c'est comme ça. En fait, plus tu essayes de battre le marché, plus l'output final il est mauvais. Les potes qui font du trading et qui tradent des milliards, elles ne tradent pas des charts. Elles font des trucs quant, des stratégies d'arbitrage qui scalent avec le volume et qui sont market neutres. En fait, qui s'en foutent de l'état du marché. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. C'est pas en jouant les charts. Parce qu'il y a quand même un risque. J'explique. Moi, j'ai un investing, je suis dans une team, ça fait 3 ans que j'ai le token, admettons, mon token se déverrouille aujourd'hui, et tu as un investisseur parmi le lot d'investisseurs dans ce projet-là, bah, il est en litige avec ce projet-là, il a une stack énorme qui se déverrouille. Lui, il va avoir envie de market dump parce qu'il est il a pas voilà, il est plus aligné sur le plan idéologique, enfin, voilà, il partage plus la vision du projet, et il te fait une candle de moins 35%. Quelle est la charte tous les modèles sont anéantis, c'est terminé, tu vois. Donc à partir du moment où la charte du diplodocus inversé, à la limite, il y a toujours des trucs qui se créent. Moi, je me rappelle, c'était sur juillet de cette année. En fait, tout le monde voulait que ce truc de Wyckoff arrive. Une fois que ça a été invalidé, il replaçait plus en bas le truc de Wyckoff. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste de l'espoir, tu vois. C'est de l'opium, tu vois. Donc, moi, je veux pas émettre de jugement envers tous ceux qui tradent. En fait, si ça marche pour vous, il faut continuer. Parce que ça veut dire que vous faites partie des 10% qui font de l'argent avec le trading et c'est super. Je connais des gens qui font plus d'argent qu'avec l'investissement primaire en tradant. Je sais pas, Icex Capital, par exemple, il a fait des fois 3 chiffres juste en faisant du levier. En plus, sans utiliser d'analyse technique. Lui, il trade plus au sentiment avec d'autres données. Mais je pense juste qu'en fait, sur une population plus large, si tu prescris aux gens de trader, sur tes 1000 personnes, tu en as 920 qui vont perdre de l'argent. Alors que... les stats de l'AMF en bourse, c'est les mêmes en fait. Voilà, et Toro, ils disent de l'AMF en bourse, c'est 87. Qui gagne, j'y crois pas une seconde. c'est 87 de traders perdants de l'AMF. Donc, donc à partir de là, tu mets ça en crypto et tu dis qu'en plus tu rajoutes des leviers. Vraiment, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Des marchés très volatiles, avec encore plus qui sont encore moins régulés, c'est gangster. Hein. Ouais. Ah bah clairement, et justement par rapport à ce truc de gangster, on est dans le Far West, etc. Toi sur les cryptos, comment se passe ta prise de profit? Parce que je pense qu'il y en a une, vu que tu as vécu le bear market, tu as dû sentir un peu, même Paraswap du coup récemment. Comment se passe ta prise de profit? Est-ce qu'il y en a une qui est élevée ou pas élevée? Et est-ce qu'il y a une stratégie de diversification derrière dans d'autres classes d'actifs? Ça peut être de l'immobilier tokenisé, ça peut être des NFT, des métaverses maintenant, même si bon, voilà, c'est toujours dans l'écosystème crypto, mais ça reste pour moi de la diversification. Comment tu vois cette chose-là de prise de profit, de diversification? Alors moi j'ai un PTSD, un syndrome post-traumatique du précédent bull market, bear market. J'ai vu ma stack fondre, se faire diviser par 20 parce que j'avais une conviction. Ça a induit en fait, les années suivantes, j'ai eu un comportement où j'étais plutôt en disbelief sur pas mal d'actifs que je holdais. Et disbelief, ça veut dire quoi pour j'étais un peu j'avais une croyance fébrile dans les actifs que je détenais. Parce que pour moi, il n'y avait pas de perspective de croissance, c'était déjà survalorisé, j'avais des flashbacks du bear market, j'avais encore peur de tout perdre. Et donc, je me retrouvais à sortir de position beaucoup trop tôt. Et puis, ces actifs continuaient leur chemin, ils faisaient des fois 10, des fois 20. Et j'avais en fait un biais négatif sur la taille que ce marché pouvait avoir. Et ça m'a pris des années de refaçonner en fait cette manière de penser, cette approche, cette sensibilité avec les actifs crypto. Mais c'était très dur de perdre cette merde en fait. Aujourd'hui, on peut parler de stratégie de diversification. J'ai pris des profits quand j'ai senti qu'il y avait eu un retournement de marché. Je sonde des gens qui, selon moi, ont une meilleure vision de la situation en fait, de l'économie des cryptos. Et j'essaye comme toujours, je fais une moyenne en fait de ce que les gens pensent et j'y apporte mon jugement à la fin et je prends une décision.
En fait, Ok. la technique est pas mal, c'est tu prends les meilleurs gens d'une sphère, tu as de la chance, ils sont à ta portée, tu as moins de chance, ils sont pas à ta portée, mais tu peux voir un peu ce qu'ils disent et tu vois, deviner leurs sentiments, puis tu fais la moyenne de ce que ces gens-là qui t'inspirent pensent. Et tu prends une décision. Quand il y a eu un retournement de marché, j'avais pris des profits en mai ou en avril, je sais plus, en avril même. Je sentais déjà Ouais, plus donc le t'avais peuple de plus ou moins Shiba. bien timé, quoi. Bah, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, Ça aurait pu bah ça fait continuer. partie du jeu. Voilà, mais je le sentais plus. Pour moi, c'était. Alors, quand j'ai vu Ethereum classique à 150 $, j'étais en tige. Voilà, c'est ça. Ah ouais, C'est non. ce que je disais, il faut regarder XRP, il faut regarder Ethereum classique, il faut regarder Dogecoin, puis tu vois à peu près, Non, quoi. quand je vis Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, faire des mèches plus 900%, je me suis dit, ok, on entre dans une phase qui m'inspire plus trop confiance. Et puis à côté, j'ai beaucoup de travail et je peux pas suivre les marchés trop rigoureusement, activement et prendre les meilleures décisions. Donc je voulais absolument m'enlever cette épine du pied et pouvoir me détendre et mieux me concentrer sur autre chose. Puis vas-y, je garde une partie. Parce qu'en fait, tu peux pas parler des cryptos tous les jours et être un no-coiner. Donc, tu peux pas parler de Bitcoin, Ethereum sans avoir des BTC, des ETH sur un Ledger ou C'est sur une un partie MetaMask, minoritaire. sans tâter la DeFi. Tu gardes quand même de la stack. Et moi, la seule chose contre laquelle je voulais me protéger, je voulais avoir en fait des dollars en yield. Ouais. Voilà. Voilà, me générer en fait, avoir de quoi tenir pendant de longues années, pendant un cycle ou deux cycles de plus, quoi qu'il arrive en fait. Même en cas de marché en pleine régression, en, en cas de chute ou autre, le but c'était d'avoir un peu de stable pour se sentir bien, peu importe l'évolution du marché. Une fois que le marché avait dippé, j'étais quand même trop tenté. J'avais exit plus de 50% Ah oui. de ma stack. Ouais. C'était beaucoup. Enfin, c'était beaucoup en proportion, tu vois. Mais vu que j'ai un biais, à mesure que tu vois, je baigne dans les cryptos et que je fais des choses là-dedans, c'est de plus en plus addictif. Et je voulais absolument reprendre une exposition. Il y avait des opportunités, il y avait des actifs qui étaient moins chers que j'avais dans le collimateur, que j'avais dans le viseur. Je me suis dit, on va reprendre une exposition. Et puis ils se sont appréciés. Donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, j'ai une stratégie qui est simple. Concept, c'est pas de se définir des paliers, mais c'est de garder toujours un seuil de stablecoin en yield avec place voilà, on suit une stratégie. Et à mesure que certaines altcoins que l'on détient, ou certains coins sur lesquels on a investi en ICO ou en private sortent, tu sors toujours voilà, par certains paliers, à mesure que ça progresse, tu sors toujours une partie et tu augmentes ta stack de stablecoin. Après, ces stablecoins, tu peux les diversifier. Hein. Tu peux acheter de l'immobilier, tu peux acheter, j'en sais rien, de l'or si c'est ton truc, ou des stocks. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas dans les stocks parce que je ne connais pas trop ce marché, même si je trouve ça intéressant. Je ne touche pas aux stocks. L'or, ouais, j'y touche un peu, pas plus que ça. On peut acheter de l'immobilier, par exemple, essayer de trouver des actifs qui ont un fort potentiel d'appréciation. Aujourd'hui, on peut rire, hein, mais même les montres en 2021, ça surperforme tout le marché de l'immobilier. Bah, Je pense que ça vient, mais c'est vrai. Les cartes Pokémon aussi, les sneakers aussi. Enfin, là en 2021, qu'est-ce qui n'a pas monté? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser, quoi. À part l'or et l'argent, quoi. Mais du coup, au niveau de ta diversification, ce que tu as dit, c'est la majorité du temps, c'est de la DeFi, des stables Après, je me en radicalise. farming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stables génèrent du yield dont je peux me servir. À côté, j'ai mon boulot, j'ai une source de revenus. Et le but, c'est juste de pouvoir d'enlever cette peur voilà, de ne pas avoir de revenus si jamais le marché se retourne ou autre, et d'essayer d'appliquer une nouvelle stratégie. Malheureusement, c'est pas une chance qu'on peut tous avoir. C'est de se permettre de voir long terme, en fait. Et de se dire, moi, je joue le prochain cycle dans 5 ou 8 ans, et je garde ces actifs dans lesquels j'ai une certaine conviction. J'en garde. Voilà, avoir une exposition aux crypto qui correspond à la moitié de toute sa net worth. Moi, c'est ce que j'essaye de garder comme exposition. Après, diversifier sur les NFT ou autres, il faut connaître les enjeux, les risques qu'il y a. Des actifs dont la liquidité est à géométrie variable, clairement, elle peut parfois être nulle. Et en plus, selon les caractéristiques d'un NFT, eh bien, à partir du moment où on ne trade pas une collection de NFT au floor price et qu'on prend des NFT de connoisseurs avec des perks ou des designs particuliers, la définition du prix, elle est très difficile à faire. Et la liquidité, elle est quasi inexistante. Et donc là, quand on commence à devenir un œnologue du NFT, ou des JPEG, ça
ça devient encore plus difficile. Je pense que ouais, c'est vraiment les NFT, c'est vraiment le niveau de risque le plus élevé pour moi, parce qu'il n'y a pas de liquidité, quoi. C'est ça. Après, c'est l'oubli. Il faut prendre je pense qu'il faut prendre une connexion de NFT sur laquelle le pire ennemi du NFT, c'est l'oubli, en fait. Si la collection elle est oubliée, elle est plus trendy, on n'en parle plus, on la tag plus. Si on n'en parle plus, il y a moins de liquidité. C'est chaud, stock, moins de liquidité. C'est d'où la pertinence des premières, des CryptoPunk, etc. pour moi, quoi. Parce exactement, que c'est toutes celles qui sont en galerie, qui sont au MoMA, je sais pas, dans les galeries d'art, à Sotheby's, dans les maisons d'enchères, Christie's, etc. Tu sais qu'elles sont passées à la postérité un peu, ces séries de NFT, et que voilà, elles vont finir à la télé. Ça devient un effet Veblen aussi. Parfois, le prix peut augmenter et la demande peut augmenter, en fait, parce que ça devient un statement. C'est comme sortir dans la rue, je sais pas, avec une Testarossa neuve, qui a fait 0 km. C'est un statement, en fait. En plus, ça montre que tu as du goût, parce que c'est un NFT d'une connexion particulière. Les gens vont chercher ça parce qu'ils veulent envoyer un message, etc. Donc là, tu peux avoir ces trucs qui s'apprécient. Mais c'est pas le cas de toutes les séries de NFT, malheureusement, et donc le risque est hyper présent. Et je pense que 98% des NFT peuvent, 95% des collections de NFT qui sont apparues, par exemple, sur Solana, présentent un grand risque. Parce que tu sais, tu as beaucoup de cash grab. C'est super cool. Tu génères 10 000 trucs avec deux sols le mint, tu sors 2 millions de dollars et après, YOLO, quoi. Tu vas aux Canaries faire la fête. Ça t'aura coûté un contrat en Rust, 2 mois de codage ou 1 mois de codage et un métaplex. Clairement. Et tout à l'heure, tu disais, j'aime investir sur les actifs où je me pose la question, est-ce qu'ils seront encore là dans 2, 3, 4, 5 ans et moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est aujourd'hui, tu as été un grand défenseur de tout ce qui est blockchain alternative, Avalanche, Solana, etc. Et moi aussi, en fait, tout simplement parce que j'avais pas les thunes pour faire de la DeFi sur Ethereum. donc clairement que j'étais un grand supporter et que ça m'a aidé aussi dans le fait de grandir mon stack. Mais maintenant, en gros, je me dis, d'ici 2 ans, 3 ans, avec un Ethereum 2.0 qui est fonctionnel et des roll-up, donc des layer 2, des deuxièmes couches de Ethereum qui sont aussi très fonctionnelles, qu'est-ce que c'est l'avenir de ces chaînes-là, tu vois, de ces Avalanche, de ces Solana, etc. Pour de la DeFi notamment, parce que je me dis finalement, Ethereum pourra tout manger, quoi. La DeFi, c'est un peu le main use case de ces blockchains-là, c'est le cas d'usage principal. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Après, ça, c'est ma thèse. Aujourd'hui, on est en décembre 2021. Elle peut être ajustée tous les 3 mois. Aucune honte à faire ça, mais aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est la suivante. Je vais essayer de présenter ça de la façon la plus concise possible. Il faut quand même être, pas naïf, mais enfin, il faut quand même être extrêmement convaincu par la pertinence d'une technologie pour croire qu'elle ne peut jamais être flippée. Si tu regardes d'autres secteurs sur lesquels il y a de l'innovation, d'autres branches technologiques hors crypto, on voit qu'il y a plein de technologies qui ont connu des décennies, on va dire, d'adoption de masse, qui étaient le standard pour, par exemple, résoudre des protocoles de communication qui étaient standards pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il était inconcevable, pendant que ces derniers étaient encore populaires, qu'une technologie nouvelle vienne les remplacer, une technologie structurellement différente vienne les remplacer. Et pourtant, on observe en fait des disruptions, des bouleversements. Et ça, c'est dans l'histoire de la technologie. Tout le temps, il y a quelque chose qui capture en fait une part majoritaire du marché, qui reste pendant longtemps, voire même parfois parfois ça peut durer 100 ans, malheureusement. Ça reste faute d'innovation, ou alors c'est eux qui lead l'innovation sur le sujet. La boîte reste là et elle continue d'innover. Il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de changement de paradigme. Mais de là à éteindre le risque en fait total que ce phénomène se produise dans le cas dans l'univers des systèmes distribués, je pense que c'est pas très prudent. Le portefeuille idéal, à mes yeux, il a un hedging parce qu'il est composé de BTC et de TH, parce que ce sont des proof of concept, ce sont les systèmes qui fonctionnent, qui ont donné la marche à suivre, etc. Mais si tu veux ajouter du levier, mais surtout être exposé à l'éventualité du succès d'un futur multi-chain, un succès multi-chain éventuel qui fonctionne, voilà. Tu peux te manger les doigts en ne passant pas sur en refusant une exposition à Solana ou à Avalanche ou à Terra Money.
Faut être sûr de soi, hein, parce qu'il On y en peut, a eu des flippening on hein, peut dans faire le monde de la tech. Hein. une petite métaphore là-dessus, c'est dans le sens où si on regarde l'histoire des technologies tech, donc des réseaux sociaux notamment, et j'ai 2 exemples en tête, j'ai les réseaux sociaux et les plateformes de marketplace pour le téléchargement d'applications mobiles. Donc typiquement Play Store, Apple Store. En fait, avant Play Store, il y en avait une qui était avant Play Store, Apple Store, il y en avait une qui avait 90% du marché. Il y avait une application qui avait 90% du marché. Et j'avais vu ça et en fait, elle s'est fait flip et maintenant tu la connais pas et moi non plus, je l'ai oublié. Tu vois. Pourtant, j'ai lu le document. Tu vois. Et pareil pour donc les réseaux sociaux. Il y avait Flickr, je crois, Flickr et MySpace. À eux deux, 90% du marché. Et donc, forcément, tu vois, toutes ces questions, elles sont légitimes. Elles sont légitimes sur est-ce que Ethereum peut se faire flipper un jour, dans le sens où, quand on regarde la vitesse à laquelle ça va actuellement et la vitesse à laquelle c'est allé dans les années passées sur ce genre de niche, la question est légitime. J'adore Flip, hein, mais c'est nul à chier. Enfin, à chaque fois que je vais flip des NFT sur OpenSea, ou que j'envoie un ERC20, ou que je vais faire un truc sur la DI, j'ai envie de tout casser. Hein. C'est 300 nul. balles de frais. Et en plus, En fait, parfois, tu sais, ta transaction, en fait, vu que la gas trend, elle a augmenté, le temps que tu broadcastes ta transaction, ta transaction, elle est coincée, donc tu dois accélérer, rajouter du gaz ou rebroadcast la même transaction avec le même nonce en mettant plus de gaz pour débloquer le truc. Mais c'est le futur au final. les bugs de Ledger aussi, si tu combines ça à pas mal d'événements extérieurs et que tu lâches une transaction dans le vide, ça pique tellement. Je l'ai fait qu'une fois, hein, mais ça pique tellement. Enfin bref, je pense qu'on a dit assez de choses là-dessus et c'était assez intéressant, très technique. Même moi, j'ai pas tout compris. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens dans Je suis pas bon je suis en train de devenir un vieux con, un ermite. Hein. Je suis en train de. Il faut vraiment que je simplifie mes thèses, mais j'avais pas préparé l'interview. Je sais pas commenter, ça m'arrête pas souvent. Donc je parle un peu comme si j'étais dans un live du dimanche. Et c'est vrai que c'est le format peut-être de ce que je dis n'est pas le plus adapté. Mais s'il y a des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je pense que c'est ça le truc pertinent dans tes lives du dimanche. C'est qu'en fait, tu apportes un point de vue qui est beaucoup plus technique que la majorité des gens sur la crypto. Tu vois. Dans le sens où toi, tu es full-time, tu as le temps de faire tellement de recherches, de rencontrer tellement de gens, etc. Forcément, tu arrives à un niveau technique, enfin pas technique, un niveau de connaissance qui est plus élevé que la majorité des gens, et que des créateurs aussi, tu vois. Et du coup, à partir de là, tu peux apporter quelque chose de plus, tu vois. Et forcément, ça va pas faire énormément de vues, tu vois, forcément, parce que c'est compliqué, c'est long, etc. Mais je pense que c'est pertinent et c'est comme ça que moi j'ai réussi à créer une certaine connaissance par rapport à tout ça. Donc je t'invite à continuer. Si ça peut aider, en fait. Après, voilà, hein, si ça peut aider des gens, c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Après, j'essaye de simplifier. J'ai pas le temps à côté parce que YouTube, c'est qu'un mince segment de mon occupation et je peux pas faire l'editing ou faire un truc de 10 minutes. Et puis voilà, et en fait, de toute façon, tu as deux choses. Moi, ce que je remarque, si tu veux faire pas mal de vues, en fait, les gens, c'est vrai qu'ils ont un travail Faire des top altcoins. de 9h à 17h et ils veulent quelque chose de facile à consommer parce qu'après, il y a peut-être des enfants à récupérer à l'école, il y a peut-être le week-end, il y a des activités, voilà, une vie sociale, etc. Et tu n'as pas envie de passer peut-être 1 heure ou 2 heures à suivre quelqu'un qui tergiverse sur pourquoi Rust va take off sur Solidity. En fait, on s'en fout. Effectivement, chez les mortels, on s'en fout. Je veux dire, dans le monde normal, c'est nul comme sujet. C'est vrai que c'est pas un tu vois, c'est nul à chier. Et en fait, le contenu idéal, le facteur de forme idéal pour le contenu, les gens, ils veulent que tu leur dises ce qu'il faut acheter, cash. Oui. Un top altcoin, tu fais un top altcoin, il fait 100K vues. Mais bon, j'aime pas trop faire ça. Ou alors, tu fais une vidéo, tu dis, voilà, tu donnes la direction du vent, quoi. Ouais, ça devrait pumper, mais ça peut aussi dumper. Et sans prescrire le truc, hein, après, tu peux prendre responsabilité, voilà, tu peux call des trucs aux gens, etc. Mais c'est quand même limite. Mais en gros, ils veulent que tu leur dises ce qu'il faut acheter avec un argument pour backer ça. Et l'argument le plus facile à drafter... l'analyse technique. Tu fais une analyse technique. Enfin, le plus facile, non, il y a des gens qui la font bien, peut-être il y a des gens qui la font mal. Ça peut être casse-gueule. Tu dis, ouais, ça a monté parce qu'on voit qu'il y a un octogone, tu vois, de Tenkan, là, où tu fais un Kijun et tu le prouves par A plus B et les gens sont confortés. Ou alors une vidéo où tu shield quelque chose qui a une communauté qui est forte. Donc,
Tu parles tu dis du bien de Cardano. Moi, mon podcast qui a fait le plus de vues, c'est celui sur Cardano. Et j'ai pas fait parce que je suis fan de Cardano, parce qu'il y avait une demande, et c'est celui qui a fait le plus de vues. Donc tu fais quelque chose en fait qui est aligné avec une communauté forte, et là tu fais du trafic. Même si c'est pas le truc le plus. Ça se casse pas trop pattes un canard, quoi. Je crois d'ailleurs les 2 vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est les 2 vidéos sur Cardano, ou les 2 où je détruis un peu Cardano. Et j'ai bien 50% de dislikes hein, sur la vidéo. Tu peux faire sur Shiba Inu. Je veux dire, il y a des créateurs de contenu aujourd'hui. Ils passent de 0 à 40 000 abonnés en 3 mois parce qu'ils focus certains coins. En fait, il y a un espoir. En fait, l'espoir de GMI, de Gonna Make It, il y a plusieurs manières de le cultiver. Soit tu cultures la façon facile, soit tu cultures dans des mêmes coins en te basant sur leur appréciation démentielle et en trouvant un nouveau champion en espérant de faire ton x1000 et passer de la banlieue aux Bahamas en 6 mois. Soit tu le fais à la loyale, à coup tu fais tes devoirs et tu es prêt à attendre 3-4 ans, tu bides sur des projets, tu consacres énormément de temps et éventuellement, avec un peu de chance, tu auras fait un peu d'argent. Tu auras fait l'argent big money, quoi. Enfin bref, on va passer là-dessus. Maintenant, je pense qu'on va clôturer cette interview. Je voulais juste te poser une question. Si, imagine, toi, tu te retrouves, toi, ta question que tu poses d'habitude dans ton podcast, c'est tu te retrouves avec tes 10 000 $, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais pas te la poser aujourd'hui, tu vois. T'inquiète, j'ai vu ta tête. Par contre, ce que je vais te poser, c'est imagine aujourd'hui, tu te retrouves dans la même situation que toi il y a 3 ans, c'est-à-dire non pas avec l'argent, mais je parle au niveau professionnel. 0. C'est-à-dire que là, bon, t'as pas de thune, tu vois. Ouais. T'as 0. Et par contre, t'es vraiment à fond dans la crypto. Voilà, t'es à fond dans la crypto. Et qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel? Est-ce que tu te dis, je reprends une année? Est-ce que tu refais le même move avec les conditions de marché actuelles? Est-ce que tu refais le même move de j'emprunte? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que l'année sabbatique, elle est passée, je suis à 0. Je comprends pas. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à 0. T'es au début de ton année sabbatique. Tu l'as pas faite encore. Je suis à 0. Et voilà, t'es à 0, mais t'as pas encore fait ton prêt ni rien. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais si on te remet dans le contexte de marché actuel? Dans le contexte de marché actuel. C'est vrai que le marché, il est un peu hit. Mais moi, ma vision du truc, c'est que ça peut aller encore plus haut. Qu'on n'est pas à l'épuisement du bull run, mais je peux me tromper. Tu sais ce que je fais? On part du. C'est-à-dire que j'ai pas fait mon année sabbatique, donc là je l'ai pas encore faite. T'as pas fait. En fait, tu l'as pas fait, t'as pas fait ton prêt là. C'est moi qui parle, hein. Je suis pas, tu vois, je peux pas appliquer mon cas à tout le monde. Moi j'adore les cryptos, donc je l'attends mon année sabbatique. Je vais voir si je peux. Je prends quand même le crédit parce qu'avoir de la liquidité sous la main pour catch une opportunité, même tu vois, tu alloues 10% de ces 20 000 euros pour tenter un truc qui arrive, je sais pas, un mint ou une ICO qui t'a l'air vraiment béton ou un truc CoinList. Non mais franchement, regarde. Une méthode toute simple. Ça requiert du travail, c'est chiant. Tu fais. Bon, il y a Karma aujourd'hui, donc ça peut un peu compromettre tes chances, mais tu fais 15 comptes à ta famille sur CoinList. Tu applies sur Yumi, enfin les trucs crédibles qu'il y a sur CoinList, genre Mina, Yumi, tout ça, Chain Guardians, j'en sais rien, Guardian of the Chain. Allez, avec un peu de chance, tu as 2 slots qui passent. Immutable X, tu as 2 slots qui passent. Bam, tu cales 1 500 $. Allez, 1 000 $ dans ces trucs. Tu fais ton x30, x20. Franchement, faut juste tryhard. Tu tryhard, c'est ça. Ça prend du temps, hein. Mais tu as besoin de ce capital. C'est bien d'avoir les 20 000 $ de côté. Donc déjà, moi, tout le capital que je peux seize avec des taux d'intérêt corrects, hein, parce que là, on parle de crédit pour étudiants. Sofitel, tout ça, c'est 2%. Sofinco, tout ça, là, ça, je ne peux pas cautionner. C'est vraiment risqué. Mais les trucs avec des échéances distantes et tout, si je peux prendre un crédit que je peux rembourser dans longtemps, ouais, je tente. Et après, ce que je fais, c'est que je grind. Hein. Je passe mon temps je prends quand même mon année sabbatique et je passe mon temps à faire la veille du marché et à regarder quels sont les projets qui sont vraiment sexy. Genre, tu vois, je vois un Accélar Pop ou autre et j'essaye de faire les programmes d'ambassadeurs de tous ces projets-là. Covalent, Moonbeam, Accélar, n'importe quoi. Et je m'implique à fond. Une compétence. Tu sais écrire, tu sais dessiner, tu sais coder, tu sais parler. J'essaye de faire ce que je peux pour je montre patte blanche et j'essaye de trouver le mec qui a un pouvoir décisionnel dans ce projet
et j'essaye de choper une alloc en tant que core contributeur dans le projet aussi. Tu vois, je fais des trucs comme ça. Écoute, Samy, merci d'être venu, ça fait vraiment plaisir. Merci Ben, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, laissez un pouce bleu, et si vous avez des questions sur ce que je viens d'exposer, Le commentaire pour l'algorithme. Ouais, le plus compréhensible. Voilà, mon discours n'est pas le plus compréhensible. J'essaierai d'y répondre et puis voilà, merci encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Si vous n'êtes pas forcément un expert des crypto-monnaies et que vous n'avez pas forcément tout compris, surtout par rapport au vocabulaire qui est inhérent à la finance décentralisée et qui est un peu technique, je vous invite à aller dans la description où vous aurez une formation gratuite pour vous former à la finance décentralisée pour générer des revenus passifs qui vont être colossaux et qui vont potentiellement vous permettre de réussir très fortement en crypto. Maintenant, je vous remercie pour votre temps et votre écoute et je vous invite donc à laisser le petit like, le petit commentaire pour l'algorithme, vous connaissez. Bref, sur ce, on se dit à la semaine prochaine et ciao!